Meurtrières, dealeuses, voleuses. Ces femmes sont les plus dangereuses du Maryland. Je me suis fait tirer dessus. C'est ce qu'on appelle le jeu. Ici, les multirécidivistes côtoient les jeunes condamnés. Je n'aurais jamais cru ça. On est toutes mélangées. Pour beaucoup, rage et violence sont un mode de vie. On se défend soi-même. C'est ça ou rien. Mêle-toi de tes oignons! On s'est engueulé et elle m'a étranglée. Bienvenue dans le monde des délinquantes du Maryland. Casse-toi! Jessup, non loin de Baltimore. Ici se dresse la seule prison pour femmes du Maryland. Meurtrières, kidnappeuses, droguées. Toutes les délinquantes atterrissent ici, au MCIW. Dites à ma mère que je l'aime. Dites-leur comment c'est à Washington. Les arrivées s'enchaînent. Chaque année, près de 1300 condamnés défilent dans le bureau d'admission de l'établissement. Elles sont fouillées et interrogées avant de se voir assigner une cellule. Bon nombre sortent tout droit des rues de Baltimore, l'une des villes les plus violentes des États-Unis, située à 25 km au nord de la prison. Je me suis fait tirer dessus. C'est de la folie. C'est ce qu'on appelle le jeu. Ces nouvelles recrues vont cohabiter avec tout type de détenus. Des plus inoffensives aux plus dangereuses, les 900 occupantes du centre pénitentiaire partagent le même espace. C'est des enfoirés. C'est pas pareil. Certaines ont plus de mal que d'autres à s'adapter, comme Paris Pratt. J'ai dû faire virer des co-détenus. Parce qu'en ce moment, je ne supporte pas tous ces trucs débiles que les gens apportent dans votre cellule. J'ai pas décoré la mienne, parce que je veux pas m'y sentir comme chez moi. Un an après son arrivée, Paris ne s'est toujours pas intégrée. Il y a des jours, je me réveille du bon pied, et d'autres jours, j'ai des envies de meurtre. Âgée de 25 ans seulement, la jeune femme a été condamnée à perpétuité. Abandonnée à l'adolescence, elle a vendu du crack pour survivre. Aujourd'hui, elle est incarcérée pour avoir abattu de sang-froid un jeune garçon de 16 ans. J'ai été condamnée pour meurtre avec préméditation. J'ai pris perpète, sans possibilité de liberté sur parole. On m'a décrite comme un monstre. Dans le comté de Montgomery, banlieue de Washington, Paris est la première femme condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. J'ai tiré 2 fois. Il est tombé en arrière. Il a essayé de se relever, mais il n'a pas pu. Selon la police, elle pensait que le garçon était un mouchard. Paris, elle, parle de légitime défense. Ça a dégénéré. Il a sorti un peu la main de sa poche et j'ai vu qu'il avait un couteau. Mon premier réflexe a été de me défendre. Derrière les barreaux, Paris s'efforce de se contenir. À la moindre infraction, elle sera placée en cellule d'isolement. Si on me touche, j'irai au mitard, parce que je vais pas me laisser faire. L'isolement est réservé aux prisonnières les plus violentes. Elles sont confinées dans leur cellule 23 heures sur 24, un traitement vécu comme un enfer. J'y suis jamais allée, Dieu merci. Parce que je me tiens à carreau. Les surveillants, comme le capitaine Anna, ont pour rôle de contrôler les détenus.
En 20 ans de carrière, cette mère de 3 enfants a croisé toutes sortes de criminels, hommes et femmes. Elle sait que ces prisonnières vivent sur le fil du rasoir. On travaille avec des gens qui ont commis des crimes et qui peuvent récidiver. C'est là le danger. Ces gens sont instables. Ils ont des problèmes psychologiques, des problèmes affectifs. Et certains ne vous aiment pas. Avant le comptage journalier, la surveillante parcourt l'enceinte de la prison afin de s'assurer que les détenus sont bien à l'intérieur. Sachant à quel point ces femmes peuvent être imprévisibles, elle s'approche prudemment d'une prisonnière criant à la fenêtre de sa cellule. Personne veut m'aider? Aidez-moi! J'ai besoin qu'on m'aide. J'arrête pas de taper à la porte et aux fenêtres pour qu'on m'aide, et personne ne vient. J'ai besoin d'aide. Où est le problème? La détenue pourrait bien chercher à la blesser à travers les barreaux. La surveillante va s'efforcer de la tranquilliser. Pour les maîtriser, il faut rester calme. Elles finissent par s'arrêter. Si on se met à crier, ça part en vrille. Et on perd le contrôle de la situation. Mais le recours à la force s'impose parfois. Les contacts physiques étant fréquents entre prisonnières et personnel, 90% des surveillants sont des femmes. Tout comme leurs collègues masculins, elles observent une règle de base. On peut se faire agresser à tout moment. Ça m'est déjà arrivé. La menace est permanente. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une prison. Les fautrices de troubles ne peuvent être transférées ailleurs. Il n'existe aucun autre établissement. C'est la seule prison pour femmes du Maryland. Elles sont toutes là. Or, cohabiter n'est pas toujours facile. Il y a des bagarres pour des problèmes de copinage, parce qu'on a une ennemie. Ça peut être une histoire de gang, ou bien encore un prétexte pour impliquer les surveillants. Certaines filles déclenchent des bagarres pour agresser le personnel. Le bâtiment 192 est l'une des 4 principales unités de la prison. Il comporte 4 blocs. L'un d'eux, le bloc D, accueille les détenus présentant de graves problèmes comportementaux. C'est la jungle. Il y en a qui tapent, qui shootent dans la porte, qui insultent la police ou les filles qui passent devant leur porte. Dotée d'un caractère asocial, Christy Seal est seule dans une cellule d'1,50 m sur 2,50 m. Je pique des colères horribles, ce qui fait que je ne peux pas avoir de co-détenu. Christy a écopé de 5 ans de prison pour avoir tenté de vendre du crack. C'est son 3e séjour derrière les barreaux. Chaque fois, sa toxicomanie l'a fait replonger. J'arrive pas à m'arrêter. J'imagine que c'est une question de volonté. Mais la jeune femme est bien déterminée à ce que ce séjour soit le dernier. Elle espère décrocher son baccalauréat et obtenir sa libération conditionnelle. Car pour la première fois, une famille l'attend au dehors. Ma mère s'est jamais occupée de moi. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Elle en a 51 et elle a décidé d'être une mère pour moi, d'arrêter la drogue et de nous aider, ma sœur et moi. Christy espère bénéficier d'une remise de peine de 3 ans pour bonne conduite. Mais pour cela, elle ne doit pas s'emporter comme les autres détenus. Si je ne supporte pas les gens en prison, comment je vais faire dehors? Elle chercherait bien de l'aide auprès de sa petite amie. Mais le règlement l'interdit. C'est mon âme sœur. Bien qu'on soit différentes, on se ressemble beaucoup. On s'entend super bien. Afin de prévenir les conflits, les relations entre détenus ne sont pas autorisées. Et Christy entend bien éviter les ennuis. De l'autre côté de la prison, Jill Newland découvre l'univers carcéral.
son histoire est différente de celle des autres et ce milieu l'effraie. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Ça fait peur, on est avec des longues peines, avec toutes sortes de gens. Âgée de 34 ans, elle a grandi dans une banlieue de classe moyenne de Baltimore. Étudiante, elle mène une vie confortable. C'est alors qu'elle devient accro aux analgésiques. Ça a été l'escalade. Je n'avais plus de médicaments, donc je me suis tournée vers d'autres choses. J'ai commencé à expérimenter l'héroïne, la cocaïne. Bientôt, Jill disparaît pendant des jours entiers à Baltimore. Les mecs dealaient devant la maison. Ça rentrait, ça sortait. À l'intérieur, il y avait 70 personnes à la fois. C'est dingue où ça vous mène. Pour se procurer sa dose, elle finit par commettre un délit. Jugée coupable de vol qualifié, elle est condamnée à 8 ans de prison avec sursis et placée en liberté surveillée. Ayant récidivé, elle est aujourd'hui derrière les barreaux. Si la réclusion est difficile pour les nouvelles venues, elle l'est encore plus pour Jill. Enceinte de 3 mois à son arrivée en prison, elle a appris qu'elle attendait des jumeaux. C'est ici que j'ai appris la nouvelle. Ça a été un moment de joie, puis de tristesse. La fille va s'appeler Savannah Hope et le garçon Jacob. Jill est déjà mère d'une petite fille de 3 ans et d'un fils d'1 an, vivant tous deux avec son mari. Je ne parle pas beaucoup de mes 2 enfants. J'évite d'en parler parce que ça fait mal. Un jour j'étais là, le jour d'après je n'y étais plus. Je n'étais pas vraiment une bonne mère. Une bonne mère ne se drogue pas. Ici, les femmes enceintes sont traitées comme des détenues ordinaires. Je pensais qu'il y aurait un espace pour les femmes enceintes, que ce serait différent, qu'on ne serait pas mélangé aux autres. Il faut faire gaffe. La grossesse de Jill est considérée comme étant à haut risque. Les jumeaux sont souvent prématurés et son passé de toxicomane pourrait compromettre leur santé. À l'approche de l'accouchement, Jill est confinée à l'infirmerie, une petite aile séparée des unités principales. Des caméras de surveillance la filment en permanence afin de détecter la moindre anomalie. Je m'inquiète pour leur santé. A priori, ils vont bien, mais avant qu'ils naissent, on ne peut pas savoir. C'est stressant. Plus ça approche, plus c'est dur. Je ne peux rien faire à part attendre. Il faut vivre au jour le jour en espérant que ça aille. Mais l'épreuve sera plus dure encore que Jill ne l'imagine. Des centaines de femmes sont incarcérées dans cette prison du Maryland. Certaines ne restent que quelques mois, d'autres sont enfermées à vie. Le nombre de femmes incarcérées augmente près de 2 fois plus vite que le nombre d'hommes. Vendredi, 10 h du matin, le capitaine Anna a rassemblé un petit groupe de détenus afin de les mettre en garde contre les mauvaises fréquentations. Vous êtes instable sur le plan émotionnel. Vous créez des liens avec des femmes également instables et ça ne peut pas fonctionner. Essayez de ne pas vous laisser entraîner dans un mauvais coup. Pour mieux faire passer le message, la surveillante évoque son propre passé. Abus sexuels, physiques, émotionnels, j'ai connu tout ça. Mais vous pouvez changer. J'aurais pu être à votre place. J'ai subi des sévices. J'ai failli faire à mon ex-mari des choses qui m'auraient valu un séjour ici. Pour avoir une chance de se réinsérer, ces femmes doivent changer. Combien d'entre vous ont peur de découvrir qui elles sont réellement? Le plus important, c'est de changer. C'est un processus constant. Ça commence ici et dehors, ça s'accentue. Pour l'instant, j'ai pas de projet. On me dit que je cours à l'échec. C'est ce qui me fait le plus peur. Quand je vais sortir, qu'est-ce qui va se passer?
Pour les préparer à vivre au dehors, la prison offre aux détenus une cure de désintoxication, des cours de lycée et d'enseignement supérieur, ainsi qu'une formation professionnelle. Toute personne ayant commis un crime doit être punie. Mais on fait de notre mieux pour préparer leur réinsertion dans la société et éviter qu'elles ne refassent les erreurs qui leur ont valu d'être envoyées ici. Les programmes semblent porter leurs fruits. Parmi les participantes, le taux de récidive est quasiment divisé par 2. L'atelier de confection offre l'une des meilleures formations. Les compétences acquises sont directement exploitables et le salaire journalier peut atteindre 3,50 $. Derrière les barreaux, il s'agit d'une belle somme et travailler ici est considéré comme un privilège. Paris Pratt est l'une des 85 femmes employées à l'atelier. Elle confectionne des uniformes et des drapeaux pour l'État. Ce travail la tient occupée et l'empêche de penser à l'enfermement, du moins dans une certaine mesure. Je sens que je suis en train de changer. Tu te réveilles, t'as les mêmes personnes autour de toi, tu bosses pour 3 fois rien, tu bouffes les mêmes trucs dégueulasses, t'attends plus rien. Etta Myers aide Paris à surmonter l'épreuve. Les 2 femmes travaillent ensemble à l'atelier. Également condamnée à perpétuité, Etta est pour Paris un modèle. Etta est là depuis 32 ans. Je me disais, elle doit être folle pour ne pas avoir craqué au bout de 32 ans. Mais j'imagine qu'avec le temps, je vais apprendre à voir les choses différemment. Et peut-être qu'un jour, je serai comme elle. Etta a été jugée coupable de meurtre lors d'une tentative de cambriolage. J'ai été écrouée en 1977 pour meurtre prémédité avec arme à feu. Avant d'aller en prison, j'étais mariée et toxico. Tout comme Paris, Etta a été incarcérée à l'âge de 20 ans, une épreuve qu'elle pensait ne jamais pouvoir surmonter. Je ne pouvais faire confiance à personne. Je préférais rester seule plutôt que d'être avec des gens dont je ne savais rien. Je n'avais pas fait d'études. J'étais très fragile, très vide à l'intérieur. J'avais peur, très très peur. Je me réveille en colère. Je me couche en colère. Déprimée, triste, pleine d'espoir, puis à nouveau en colère. On t'a tiré d'un environnement normal. Désignée comme mentor, Etta aide Paris à s'adapter. On m'a toujours dit d'accepter la vie telle qu'elle est. Mais là, franchement, je peux pas. J'ai rencontré Paris il y a environ 1 an. Elle venait d'être condamnée à perpète. Il voulait qu'elle sache qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps et qui s'en tirent bien. Elle m'a demandé « Tu es là depuis combien de temps ?»« Oh, t'as l'air tellement bien. »« Bien, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais merci. » Etta a conscience que Paris est à cran. Je ne pense pas qu'elle ait réalisé. Ce n'est pas encore bien réel à ses yeux. Quand on purge une peine de longue durée, souvent il faut 2-3 ans avant de réaliser et d'être capable d'accepter. Pour ceux qui n'acceptent pas, c'est dur. C'est très dur de vivre en prison. Ils se laissent envahir par la folie, par les idées négatives, et ça les mène en psychiatrie ou au mitard. Etta espère que Paris saura gérer sa vie derrière les barreaux sans succomber à la folie ni à la violence. Elle surveille étroitement la jeune fille, en particulier dans l'atelier de confection où elle manipule des outils pointus pour éviter qu'elle ne se blesse ou n'agresse une camarade.
Tout le matériel est soigneusement répertorié. On fait un inventaire de tous les outils. S'il y en a un qui manque, on ferme toutes les portes jusqu'à ce qu'on l'ait retrouvé. Au début et à la fin de chaque service, les détenus sont consciencieusement fouillés. On est fouillé chaque fois qu'on entre et qu'on sort. Entre les mains d'une prisonnière enragée, des ciseaux, un tournevis ou une simple aiguille peuvent constituer une arme redoutable. 11h30. Pause déjeuner. Les détenus se massent dans le réfectoire. Dans de tels moments, la situation peut dégénérer en quelques secondes. Le sergent Agnew, l'un des 18 gardiens hommes de la prison, surveille attentivement la file. Son rôle, empêcher les bagarres d'éclater à l'heure des repas. L'inspection quotidienne des mains est une étape essentielle dans la prévention des épidémies. Près de 5% des détenus sont séropositives, un taux 20 fois supérieur à la moyenne. Aucune plaie ne doit être visible. On vérifie leurs mains, parce que quand elles touchent la nourriture, si quelqu'un dans la file d'attente voit des plaies, c'est le drame. Ça peut déclencher une émeute. Les surveillants restent en alerte. Une simple dispute peut facilement se transformer en une violente altercation. C'est comme une boule de neige qui grossit. S'il y a un problème dans la file, elles ont leurs copines et leurs petites histoires. Tu m'agresses, tu agresses ma copine et hop, tout le monde s'en mêle. Afin d'obtenir sa libération conditionnelle, Christy fait son possible pour ne pas s'attirer d'ennui. Aujourd'hui, au réfectoire, elle va pourtant sortir de ses gonds. Mêle-toi de tes oignons, tu piges? Une dispute éclate entre Christy et son amie. Et soudain, celle-ci la saisit à la gorge. Fous-moi la paix! Les surveillants séparent rapidement les deux femmes, aussitôt mises à l'isolement. C'est pas la peine de m'enfermer, j'ai rien fait, j'ai touché personne. Pourquoi vous me menotez? On m'explique rien. Malgré ses efforts pour bien se comporter, Christy se retrouve à l'isolement. Elle craint que ses chances d'être libérée et de retrouver sa famille ne soient compromises. Jeudi matin. Derrière ces barbelés cohabitent bon an mal an 900 femmes parmi les plus dangereuses du Maryland. Cette population comporte en moyenne 20 femmes enceintes. Parmi elles, Jill Newland, dont l'accouchement est prévu dans une vingtaine de jours. Chaque semaine, la jeune femme subit un examen de routine. On vérifie son poids, sa tension, le rythme cardiaque des bébés et la taille de l'utérus. Mais aujourd'hui, la nouvelle tombe. Comme dans bien des grossesses gémellaires, les bébés sont prêts à sortir plusieurs semaines à l'avance. Jill doit être immédiatement transférée à l'hôpital local. Quand j'ai su que c'était bientôt la fin, ça a été un gros stress. Tu réalises ce qui t'arrive et ça fait peur. Malgré les circonstances, la sécurité ne peut être compromise. 2 surveillants encadrent Jill, qui doit, à chaque poste de contrôle, attendre les autorisations. Enceinte ou non, elle est toujours considérée comme une dangereuse criminelle. Je suis gênée et je m'en veux de m'être mise dans cette situation. Je suis enceinte et j'ai des menottes. Ça paraît irréel. J'ai l'impression d'assister à la scène et de me dire « Qu'est-ce qui se passe? C'est réel ?» L'hôpital n'est qu'à 25 km de distance. Un trajet bien assez long pour Jill, qui, perturbée par ce départ soudain, s'inquiète pour ses futurs bébés.
Dans l'enceinte de la prison, le terrain est inhabituellement calme. Une prisonnière sort d'isolement et le capitaine Anna a fait évacuer le secteur. Toutes les activités extérieures sont suspendues le temps du transfert. Une surveillante ne lâche pas la détenue d'une semelle. Sa mission, la protéger des attaques éventuelles. Il ne doit y avoir aucune détenue sur le terrain. On a la charge de protéger la prisonnière parce qu'elle est menottée. En cas de problème, elle ne peut pas se défendre. Si elle s'est battue et que la personne a des amis dans la population générale, elle peut avoir une ennemie. Le service de sécurité doit également prévenir le risque d'agression du personnel. Face à des criminels, les surveillants ne doivent à aucun moment baisser la garde. Le capitaine Anna l'a appris à ses dépens. En début de carrière, elle a été agressée par un détenu. Il lui a fallu des mois pour s'en remettre. J'étais en poste depuis 4 mois. J'ai été agressée dans une prison de sécurité maximale. Le détenu est arrivé en courant, il m'a sauté dessus et il m'a poignardé à l'épaule, au dos et aux côtés de la figure. Il m'a frappé 5 fois. Au début, je n'ai pas réalisé, j'ai cru que c'était des coups de poing. J'ai repris le travail parce que je savais en acceptant ce poste qu'on risque sa vie en prison. Le capitaine Anna est bien consciente des dangers liés à sa profession, en particulier lorsqu'elle s'occupe de détenus placés à l'isolement. Les 48 cellules du quartier disciplinaire sont réservées aux prisonnières ayant enfreint le règlement. Les détenus y sont confinés quasiment en permanence dans leurs cellules. Elles n'ont droit qu'à 2 douches par semaine. C'est un lieu sombre, bruyant et effrayant. Pour le personnel, c'est la mesure disciplinaire ultime. Pour les détenus, la punition suprême. Un cauchemar qui continue à les hanter longtemps après en être sortis. Avant, j'étais terrible. J'ai changé pour ne pas retourner là-bas parce que tu gagnes rien. C'est horrible. Tu sors jamais de ta cellule. T'as rien d'autre à faire que de regarder le mur et de cogiter. Qui voudrait d'une vie pareille? En tout cas, pas moi. Je vais à l'école, je fais tout ce que je peux pour sortir d'ici. Je vais pas allonger mon temps en allant au trou. Christy Seal vient tout juste de sortir d'isolement après la bagarre déclenchée à la cafétéria. Cette fille, c'est une menteuse. J'ai découvert plein de trucs sur elle. Elle est sournoise, elle est hypocrite. Elle est allée raconter que j'avais besoin d'elle. J'ai pas besoin de toi, ma cocotte, t'es dingue. On a parlé de ça à la cafette, on s'est engueulé et elle m'a étranglée. Christy n'avait pas été mise à l'isolement depuis des mois. Cette fois, heureusement, elle a été disculpée. Considérée comme l'instigatrice des faits, sa petite amie reste quant à elle au mitard. Elle arrête pas de me frapper. J'ai une griffure au cou, là. C'est elle qui me l'a faite. Donc moi, je rends les coups. Je vais quand même pas me laisser frapper sans rien faire. Informé des faits, le capitaine Anna convoque Christy dès sa sortie du quartier d'isolement. Que vas-tu faire maintenant? Essayer d'éviter. Je dis bien essayer. Ces relations ne sont pas autorisées, mais on sait qu'elles existent. Et elles ne fonctionnent pas. Il y a des disputes. Les filles se comportent de certaines manières avec les autres, juste pour rendre leurs copines jalouses. Et ça crée des tas de problèmes. Je me suis mise en colère parce que j'ai tout fait. Ils étaient tous ligués contre moi. Il faut que tu apprennes à maîtriser tes accès de colère. Tu vas faire quoi une fois dehors? Pense-y, sinon tu vas revenir ici. Tu en es où de ta formation? Tu as obtenu ton diplôme? J'y arrive pas. Pourquoi? Je suis pas assez intelligente. Bien sûr que si. J'étais vieille quand j'ai passé mon bac, mais je l'ai eu. Sortir de prison et ne pas récidiver. Telles doivent être les 2 priorités de Christy.
Tu vas y arriver. Je veux que tu te concentres sur toi-même, que tu guérisses émotionnellement. Parce que le jour où tu vas sortir, je ne veux pas te voir revenir. Moi non plus. J'en ai marre de te voir là. Et moi, j'en ai marre d'être là. Vraiment marre. Christy est résolue à rester en dehors des conflits. De son côté, la jeune Paris Pratt se retrouve à l'isolement pour la toute première fois. Elle est accusée d'avoir craché sur l'une de ses camarades, une grave infraction au règlement. Le major Carrington est en poste à la prison depuis 21 ans. C'est elle qui est chargée de diriger l'enquête. Cracher sur quelqu'un est considéré comme une agression. Il y a projection d'un liquide corporel sur autrui. Cracher, uriner, déféquer, tout ça, ce sont des agressions. Il ne s'agissait au départ que d'un simple chahut entre camarades, mais le jeu a dégénéré. Les deux détenus resteront à l'isolement tant que la vérité ne sera pas établie. Paris estime avoir été injustement accusé. Ils ne prennent même pas la peine de chercher la vérité. Et moi, malheureusement, je suis obligée de rester assise ici et de supporter tout ça. Je me sens trop mal ici. Paris découvre le mitard pour la première fois. Un environnement qui rend parfois les détenus plus instables et plus violentes. Il va falloir que ça bouge. Parce que je ne peux pas vivre comme ça. Je passe des journées épouvantables. J'avais encore jamais vu ça. Je ne supporte pas cet endroit. Paris risque de devoir passer des semaines entières à l'isolement. Une épreuve qui risque d'être difficile à surmonter pour la jeune condamnée. « 15 heures. Une nouvelle équipe prend le relais. Pour leur propre sécurité, les surveillants procèdent à une fouille minutieuse des différentes unités. Tous les jours, à chaque changement de service, les surveillants qui arrivent doivent fouiller les parties communes. Le personnel fouille régulièrement les cellules. Mais les détenus cachent également des produits de contrebande tels que rasoirs et drogues dans les parties communes. Quand elles veulent en faire passer, c'est là qu'elles les cachent. N'importe qui peut venir les prendre. Si on trouve quelque chose dans la partie commune, on ne peut pas dire ça, ça appartient à telle personne. Elles ont beaucoup d'imagination. Elles cachent des trucs à l'intérieur des poubelles. Comme c'est sale, elles savent que personne n'a envie de mettre les mains dedans. Elles planquent aussi des choses derrière les prospectus. Il faut regarder dessous pour voir s'il n'y a pas de rasoir ou de tabac. On trouve de la marijuana, de l'héroïne, des pilules. Et souvent, elles volent les médicaments des autres, les psychotropes, pour se défoncer. La laverie abrite également tout un trafic de produits illicites. On regarde derrière les machines à laver et les sèche-linges pour vérifier qu'il n'y a rien. Et on vérifie aussi à l'intérieur. Quelqu'un a laissé ses vêtements. Je les secoue pour vérifier qu'il n'y a rien. Et là-bas, où elles plient leurs vêtements, on regarde dessous pour vérifier qu'il n'y a rien de caché. La surveillante inspecte les moindres recoins susceptibles de servir de cachette. Si elles savent qu'on fouille constamment, elles seront moins tentées de cacher des choses dans les parties communes. Toute prisonnière prise en possession de substances dangereuses est placée en isolement. Paris Pratt est libérée après un séjour d'une semaine. Mais elle n'est pas encore tirée d'affaire. Car si la commission de discipline a décidé l'abandon des poursuites pour agression,
Paris doit encore être jugée pour le violent tapage commis le même soir. Elle encourt une prolongation de son séjour à l'isolement. L'accusation semble bénigne, mais en prison, la situation peut rapidement s'envenimer. Le surveillant Bartlow supervise les procédures disciplinaires. Ça commence par un simple jeu. Puis quelqu'un s'offusque parce qu'on l'a bousculé un peu trop fort, ou qu'une remarque ne lui plaît pas, et les coups de poing partent. L'établissement autorise parfois une autre détenue à représenter l'accusé. Son rôle est d'argumenter en faveur de sa camarade et de veiller à l'équité du traitement. Lors de ces audiences, les prisonnières sont étroitement menottées. Il y a eu des cas dans le passé où des détenus qui n'étaient pas entravés ont blessé le représentant de la commission ou l'agent de sécurité. Elles étaient contrariées par les décisions les concernant. Le surveillant lit le compte-rendu d'incident. À 18h40, alors que les détenus rentraient du réfectoire, j'ai vu les détenus Paris Pratt, matricule 92 35 05, et Crystal se tirer par la chemise et se poursuivre. Je leur ai ordonné d'arrêter de chahuter et de rentrer. Il ne s'agit pas d'un acte violent. La camarade de Paris affirme que celle-ci n'a pas joué de véritable rôle dans l'incident. Mademoiselle Pratt n'a rien fait de mal. Elle rentrait du réfectoire. Elle se dirigeait vers le bâtiment et elle ne s'est pas comportée de manière imprudente. Mais ce n'est pas la première fois que Paris est rappelée à l'ordre. Elle a déjà commis 3 infractions similaires et compte tenu de son dossier, le surveillant n'est pas convaincu. Après avoir pesé les arguments présentés par votre représentante et les preuves de l'accusation, je vous déclare coupable de violation de l'article 501. Vous avez visiblement du mal à accepter les règles et à vous adapter. Quand on ne coopère pas, on en paie les conséquences. Si dans les 3 prochains mois, vous commettez une nouvelle infraction, la commission de discipline sera contrainte de vous placer en cellule disciplinaire. Compris ? Paris s'en tire pour cette fois, mais elle est sur la corde raide. À la moindre infraction, elle sera aussitôt placée à l'isolement. Je dois m'estimer contente. J'ai rien à dire. La perspective d'un retour au mitard la met hors d'elle. Je ne peux pas vivre là-bas. Je ne peux pas être positive. C'est comme une grande cage. C'est traumatisant. Je suis devenue dingue. Je savais pas quoi faire. T'es dans une cage comme un animal. Ça gueule, ça crie. C'est un truc de fou. De retour à l'atelier, Paris tente de se replonger dans la routine et de s'absorber dans son travail. Mais elle ne peut oublier sa colère. Je suis frustrée. J'en ai marre de cette prison. Marre de cet endroit où il y a plein de pourris. Je vais sûrement avoir des problèmes pour avoir dit ça. Mais je m'en fiche. La jeune femme sait que cet accès de colère risque de lui coûter cher, mais elle a beaucoup de mal à contrôler sa frustration. À l'hôpital local, les jumeaux de Jill Newland, Savannah Hope et Jacob Michael viennent tout juste de naître. La fille fait 2,830 kg. 6 pounds, 3.8 ounces. And the boy et le garçon 2,380 kg. Tous deux sont en bonne santé. Quand je suis arrivée, j'étais inquiète. Je me demandais comment ça allait se passer à cause des risques. Mais tout s'est bien passé. J'étais très contente. Pourtant, même ici, Jill ne peut oublier son statut de prisonnière.
Les seules personnes réunies à son chevet sont les surveillantes de la prison. Les surveillantes restent avec moi dans la chambre. Vous ne pouvez pas appeler votre famille et dire à tout le monde de venir, parce que c'est contraire à la sécurité. Je m'en veux énormément. Je me dis, regarde ce que tu as fait. Comment on peut être aussi bête pour en être arrivé là? Je devrais être avec ma famille, mon mari, sa famille. Ça devrait être une joie pour tout le monde. Au lieu de ça, j'accouche en prison. Les pauvres jumeaux. À Jessup, 80% des détenus sont mères. Lorsqu'elles sont écrouées, leurs enfants sont confiés à la garde de la famille ou placés en foyer d'accueil. En l'occurrence, c'est le mari de Jill qui s'occupera des bébés. Il passera à l'hôpital dans l'après-midi. Je ne sais pas si on peut se préparer à ce genre de choses. Mais de toute façon, je n'ai pas le choix. J'aimerais pouvoir arrêter le temps. Désolée. C'est dur. Je pensais pas que ce serait aussi dur. Dans quelques heures, Jill devra abandonner ses jumeaux et retourner dans une cellule d'1,50 m par 2,50 m pour encore 7 ans. Vendredi après-midi. Christy Seal a encore fait des siennes. Cette fois, le problème ne vient pas de son ami, mais de la thérapeute de l'établissement. Lors de sa séance hebdomadaire, Christy, en criant à tue-tête, l'a accusé de la laisser tomber et de lui mentir. Je n'accepterai pas qu'on me parle comme à une débile. J'ai un problème de colère, elle le sait. Et pourtant, elle m'a cherché jusqu'à ce que j'explose dans son bureau. Ils savent que je ne supporte pas leurs conneries. Christy a conscience d'avoir peut-être compromis ses chances d'être libérée et de retrouver sa famille. Je m'en tirais super bien. Je veux pas gâcher toutes mes chances et avoir l'impression d'être une perdante. Et j'essaie de m'améliorer. Il est temps que je passe à autre chose. Tu viens ce soir? Avant, je m'en fichais. Maintenant, c'est différent. J'ai une famille qui m'attend. J'avais jamais eu ça avant. Je veux pas tout gâcher. Je veux rentrer et être avec eux. Les détenus ont souvent besoin de conseils pour prendre un nouveau départ. Il leur faut souvent 2 ou 3 fois avant de réaliser que ce n'est pas une blague, qu'il faut qu'elles remettent de l'ordre dans leur vie. On fait ce qu'on peut pour les aider. Jill Newland est de retour dans sa cellule. Les jumeaux sont partis dans les bras de leur père. On s'appelle sans arrêt. 100 fois dans la journée, j'ai envie de parler au bébé. Et ils ne peuvent pas répondre. Ils me manquent beaucoup. Mais en même temps, je suis partagée. J'ai vraiment envie d'être avec mes enfants, mais en même temps, je me dis, est-ce que là, je pourrais m'en occuper? Non. On ne peut pas s'en occuper en étant shooté. Jill est prête à reprendre le programme de désintoxication intensif de la prison. Elle est bien déterminée à ne pas replonger. Pour moi, c'est un nouveau départ. Si j'arrive à rester positive et à ne pas perdre de vue mon objectif, ça devrait marcher. Je veux être clean. Je veux faire ce qu'il faut. Afin de motiver les détenus comme Jill, la prison offre aux nouvelles mères un programme unique. Une fois par semaine, à l'occasion d'une visite spéciale, elles sont autorisées à jouer librement avec leur bébé. Pendant 2 heures, elles peuvent être mamans. Si Jill reste sur la bonne voie, elle verra les jumeaux et ces visites lui rappelleront la nécessité de changer. La jeune mère finira par rentrer chez elle, contrairement à Paris Pratt, qui doit passer ici le reste de sa vie. Ces jours-ci, Paris s'est tenue tranquille, mais elle n'a purgé qu'une seule année de sa peine.
Je sais pas si je vais m'habituer à vivre ici. Un jour, j'ai l'impression que je vais m'y faire. Le jour d'après, je me dis que je ferais mieux de me suicider. Parce qu'ici, on vit pas, on survit. Je pense pas que j'y arrive. Non. Pour ne pas sombrer, Paris continue de voir régulièrement son aîné, Etta Myers. C'est une expérience effrayante. Je pense qu'elle va s'en sortir, mais ça ne sera pas sans heurts. Il va lui falloir du temps pour réaliser qu'elle est là pour un bon bout de temps. Je vais m'y faire si je dois rester là pendant des années. On n'a pas le choix. Il faut qu'on accepte, mais pour l'instant, c'est pas ça. Paris pourra-t-elle s'adapter? Seul l'avenir nous le dira. Toutes celles qui viennent ici ont un problème. Si elles ont commis un délit, il y a une raison. On essaie de les aider à régler ce problème et à trouver le moyen de changer. Les surveillantes, comme le capitaine Anna, tentent d'aider les détenus à trouver leur voie. Il ne faut jamais baisser les bras. Pour moi, ma mission, c'est d'aider ces femmes simplement en m'occupant d'elles et en me montrant humaine. Jour après jour, les criminels du Maryland continuent de remplir les cellules de la prison. Quel que soit leur délit, le personnel offre à ces femmes perturbées l'opportunité de changer. Libre à elles de la saisir, ou non.